Voilà. Bon, alors je vais essayer de me débrouiller tout seul comme un grand et peut-être partager ces réflexions avec vous. Est-ce que finalement, nous, Institut d'études, Société d'études, nous allons gagner cette bataille dont François a un petit peu parlé? Alors je n'ai pas la prétention de vous donner la réponse, de prédire l'avenir, je ne suis pas devin, mais je vais plutôt partager avec vous mes propres convictions sur ce sujet et mes convictions qui sont aussi des souhaits. Évidemment, la réponse que j'ai envie de donner, c'est oui. Alors, je vous donne tout de suite la réponse, hein, je ne ménage pas le suspense. Moi, je pense que nous allons remporter cette bataille et je vais essayer de vous convaincre que ça sera le cas. Alors, la première chose que j'ai envie de faire avec vous, c'est d'être ce qu'on appelle des cordonniers bien chaussés. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps à expliquer à nos clients qu'il faut interroger leurs clients. Bon, il faut peut-être que nous, on fasse la même chose et qu'on demande à nos clients ce qu'ils pensent et ce qu'ils attendent de nous, société d'études. Alors, c'est ce que nous avons fait en l'an 2000, quand on a commencé, quand on a lancé Opinové. On a fait nos 18 ans cette année. Donc, vous pouvez me souhaiter bon anniversaire. On a 18 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge où on commence à être des grands. Donc, en 2000, qu'est-ce qu'on a fait? On a interrogé nos clients pour savoir comment installer un nouvel institut sur un marché encombré, très concurrentiel, un marché à maturité. Et on leur a demandé finalement qu'est-ce qu'il fallait faire. Et la réponse, vous la connaissez, hein, ce qu'on nous a dit, ce que nous ont dit les annonceurs, les clients, ils nous ont dit qu'il faut aller plus vite, parce que le monde va plus vite. Il faut aussi être plus fiable, parce qu'on en a parlé, hein, la confiance, il faut qu'on produise des données qui inspirent la confiance. Et puis, il faut évidemment, on en a parlé aussi, il faut que ça soit moins cher. Bon, c'est simple, c'est basique, mais c'est évidemment pas toujours facile de répondre en même temps à ces trois demandes. Au moment de nos 18 ans, c'est-à-dire maintenant, on s'est reposé cette question et on l'a reposée à nos clients. On prépare un plan à 3 ans, on s'est dit, bon, pour les 3 ans à venir, on va réinterroger nos clients, on va leur demander ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui, est-ce que ça a changé ou pas. Et on s'est rendu compte que ça n'avait pas fondamentalement changé en 18 ans, c'est-à-dire que nos clients, nos prospects, ils nous demandent toujours, c'est pour ça que j'ai mis le mot toujours d'ailleurs, toujours plus vite, toujours plus fiable, toujours moins cher. J'aurais envie de dire, toujours, c'est peut-être pas le bon mot, c'est encore. Encore plus vite, encore plus fiable et encore moins cher. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous avons ressenti, c'est ce que nous avons écouté quand on a interrogé nos clients. Et puis on a entendu autre chose aussi. On nous a dit, il faut être plus utile, il faut que ça serve vraiment à quelque chose. Et j'ai bien aimé votre intervention quand vous avez dit que finalement les 30%, il y a 30% d'utilité dans ce que je fais. Ça doit nous poser des questions et je suis complètement d'accord avec vous. Il faut se demander comment on peut faire pour être encore plus opérationnel, que ça serve à quelque chose finalement notre job. Et on s'en rend compte, pas toujours complètement le cas. Alors 30% c'est déjà pas mal, mais je pense que si on peut passer la barre des 50%, ça serait encore mieux. Donc ces demandes-là, ces demandes du marché, il faut qu'on soit capable d'y répondre aujourd'hui. Il y a des menaces, on en a parlé ce matin. Plusieurs intervenants ont évoqué ces menaces qui pèsent sur notre profession. Il ne faut pas se voiler la face. Elles existent, il faut les regarder. Il ne faut pas jouer l'autruche et oublier ces menaces. Ces menaces, alors, on a mis le mot Big Data ici. Je sais que c'est un buzzword, je sais que ça veut dire tout et n'importe quoi. J'aurais pu mettre intelligence artificielle, j'aurais pu mettre d'autres mots. Il y a des évolutions technologiques. Le Big Data, le Smart Data représente effectivement pour nous, professionnels des études, une forme de menace, peut-être pas la seule, mais c'en est une. Et vous le savez, on entend parfois, chez certains commentateurs, chez certains experts, entre guillemets, des propos qui sont très alarmistes. Nous allons mourir. Nous, société d'études, on va disparaître. Bon. Pourquoi, nous dit-on? Je ne partage pas ce point de vue, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur ces menaces qui pèsent sur notre profession? On nous dit profusion de données. Aujourd'hui, il y a plein de données, il suffit de se baisser pour les ramasser. Il y a les données de CRM, hein, il y a les données qui existent chez nos clients, il y a le web, il y a les réseaux sociaux, il y a l'open data aussi, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, il y a des données qui existent sur des tas de sujets qui peuvent être extrêmement
utile aussi, et qui pourrait faire disparaître notre métier, finalement. Il y a une autre menace, c'est que les nouveaux acteurs, des gens qui font un métier différent du nôtre, qui sont capables de produire de l'information, et qui sont capables, à partir de cette information, de conseiller nos propres clients, et parfois de nous les piquer. Bon. Donc, ces menaces, elles existent. Alors, je vais vous sortir une grande banalité, c'est que les menaces, ce sont aussi des opportunités. Pardon pour cette banalité, mais je crois que c'est le cas. Ces menaces sont aussi pour nous, à certaines conditions, des opportunités. Pourquoi? Parce qu'on a des atouts. Et ce qui me frappe quand j'entends parfois ces commentaires un peu alarmistes, c'est qu'on oublie que nous avons des atouts que les autres n'ont pas. On a des atouts incroyables. La première chose, c'est que on est des experts en analyse de données. Oublions la collecte. Ok, c'est important la collecte, la qualité des terrains. Je sais que c'est un sujet ici, en Tunisie, au Maroc, en France, partout. C'est un sujet, hein, je ne veux pas le nier. Mais on est aussi des experts en analyse de données. Qui mieux que nous, qui mieux que les instituts d'études sont capables de bien traiter, de bien analyser des données? Bah, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous allez me trouver des contre-exemples sûrement, mais je pense qu'on a au moins cet atout-là, on ne peut pas nous enlever. Et puis on a un autre atout, c'est que la connaissance client, c'est un peu notre job aussi quand même. On bosse depuis des années, des décennies pour moi, sur la connaissance client, sur la marque, la façon dont les marques sont perçues par les clients, sur l'expérience client, sur l'impact des actions de communication, des campagnes, des nouvelles offres. On sait tout ça. Qui mieux que nous, société d'études, partage cette expertise en connaissance client. Il n'y en a pas beaucoup. Donc n'oublions pas nos atouts. On est bien placé dans cette compétition, dans cette bagarre. Et il y en a un autre atout auquel on pense un peu moins. On nous dit que c'est une révolution, tout a changé, le monde s'est transformé. Oui, d'accord. Mais on est peut-être nous aussi capables de s'adapter à cette nouvelle donne. Ce ne sont pas seulement les nouveaux acteurs qui vont nous piquer nos marchés. On a vécu déjà des paradigmes. Alors vous êtes peut-être trop jeunes pour beaucoup d'entre vous dans la salle, mais on a vécu déjà des changements de paradigme très importants. Dans les années 80, on est passé du face-à-face au téléphone. Alors, je ne dis pas qu'on a abandonné le face-à-face, mais il y a eu un changement où un nouvel outil d'interrogation est apparu, c'est le téléphone, qui a pris une part de marché prépondérante. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus d'études, il y a plus de business téléphone que face-à-face. Bon, on n'a pas abandonné le face-à-face, mais il y a un nouvel outil qui s'est ajouté à nos instruments de collecte. Ça, c'était dans les années 80. Dans les années 2000, il y a eu les études online. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, quand vous regardez le chiffre d'affaires des études dans le monde par outil d'interrogation, c'est Internet qui est devant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'études Internet dans le monde que d'études par téléphone, depuis déjà quelques années. Alors, ça ne veut pas dire non plus que les études téléphoniques ont disparu ou vont disparaître, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que les instituts d'études ont été capables, à différentes périodes, de s'adapter, de changer de paradigme. Et pourquoi aujourd'hui on ne serait plus capable? Pourquoi aujourd'hui on nous dirait le big data va vous faire mourir? Non, on va s'adapter, à condition évidemment d'y mettre les moyens et de le souhaiter, mais je pense qu'on a la capacité de le faire parce qu'on a des atouts. Alors, évidemment, il y a des conditions de réussite, ça ne va pas se faire tout seul, il va falloir bouger et se bouger, et il y a un prérequis probablement, c'est la maîtrise de l'interrogation en ligne. Alors je sais bien que vous allez me dire oui, en Tunisie c'est pas fiable, en Tunisie c'est... Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Binoé, mais on a commencé à faire des études en ligne en France en 2000, en l'an 2000. La pénétration d'Internet, elle était beaucoup plus faible que la pénétration d'Internet aujourd'hui, l'utilisation d'Internet aujourd'hui en Tunisie et au Maroc. Hein. Il y avait, quand on a commencé, il y avait 12% d'internautes en France. Voilà. Et on a fait des études en ligne. Et on a comparé les résultats en ligne, en face à face, etc. C'était très convergent. Alors évidemment, toutes les cibles ne sont pas pertinentes à interroger en ligne. Tous les sujets, toutes les problématiques ne sont pas pertinentes. Moi, je ne suis pas du tout un défenseur absolu des études en ligne. Je pense simplement que c'est un outil supplémentaire qu'il faut maîtriser. Aussi bien qu'on maîtrise le téléphone, aussi bien qu'on maîtrise le face-à-face, il faut ajouter à notre petite panoplie cet outil, c'est absolument indispensable. C'est indispensable dans les études quantitatives.
mais c'est aussi, François l'a dit, indispensable aujourd'hui dans les études qualitatives. Je ne vais pas vous faire le cours sur les études qualitatives en ligne, mais j'en suis un grand défenseur, ça a énormément d'avantages, c'est absolument merveilleux, ne serait-ce que pour la dispersion géographique, vous n'avez pas besoin de faire qu'un groupe dans 5 villes de Tunisie, vous faites un seul groupe et vous avez des gens qui sont dispersés géographiquement ça a des inconvénients, évidemment. Encore une fois, je ne suis pas un défenseur à tout craint, je ne pense pas que ce soit la méthode universelle, la panacée absolue, mais c'est un outil qu'il faut maîtriser, et si on ne maîtrise pas, c'est pas la peine de continuer la bagarre, je pense. Alors, il y a d'autres, évidemment, méthodes, d'autres approches qu'il faut maîtriser, dont il faut progressivement acquérir les compétences. C'est tout ce qui est data analytics, pour faire simple, toutes les datas qui existent aujourd'hui, encore une fois. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il suffisait de les ramasser, c'est pas vrai. C'est très difficile de les capter, ces données. Il y a plein de méthodes très, très complexes. Ce sont des nouvelles compétences à acquérir, et elles ne sont pas simples à acquérir. Mais je pense que, je vais essayer de vous montrer tout à l'heure pourquoi, c'est indispensable aujourd'hui de maîtriser ça. Le social media research ou le web listening, appelez-le comme vous voulez, ça aussi aujourd'hui, c'est les clients nous le demandent. Les clients nous le demandent. Et c'est vrai que les instituts ont probablement pris un peu de retard sur ce sujet-là. D'autres acteurs, les web agencies, les agences de relations presse aussi, ont développé des compétences. Mais très honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense qu'ils sont moins bons que nous. Ils sont moins bons que nous parce qu'ils n'ont pas ces atouts. Ils n'ont pas la capacité d'analyse, ils n'ont pas la connaissance client que nous avons nous. Nous avons, si nous bougeons, nous avons la possibilité de faire mieux qu'eux. Il faut juste en avoir envie et se donner les moyens d'y aller. Et puis, pardon pour ces redites, les communautés permanentes de clients, les Market Research Online Communities, dont on parlait tout à l'heure, ça aussi, nous y croyons beaucoup. Je pense que c'est une tendance qui se développe, et ça n'est pas seulement une menace. Bien sûr, les clients vont internaliser un certain nombre de choses, mais les clients, ils ont besoin de nous pour construire ces communautés. Comment ils vont les recruter? C'est pas simple. Nous, on sait recruter des panels, on sait interroger les gens, on sait leur proposer un échange où tu vas me donner de l'info, je vais te donner des produits, ou je vais te donner moi aussi de l'information. On sait traiter avec les répondants. Ce sont aussi des répondants, ces gens-là. Et puis alors, les communautés permanentes, ok, ça marche très bien pour les clients de nos clients. C'est-à-dire qu'un client, Market Research, est capable de recruter plus ou moins bien ses propres clients, mais les clients de la concurrence, il fait comment? C'est déjà plus compliqué. Nous avons ces compétences, on a l'expérience de ces sujets, ces problématiques. Donc je pense que là aussi, ce n'est pas seulement une menace, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Et je vais vous dire une chose, s'ils se débrouillent tout seuls sur une partie des études, et que nous on les accompagne pour recruter ce panel, pour l'animer, le mot panel, communauté, recruter, vérifier sa représentativité, faire quelques études complexes, mais laisser à nos clients le choix de faire eux-mêmes, d'internaliser eux-mêmes leurs propres études à faible valeur ajoutée, pourquoi pas? Abandonnons la faible valeur, gardons pour nous la valeur forte, où là il y a un besoin d'expertise. Parce que là les prix, on ne parlera plus de la même chose, c'est sûr, si c'est pour faire une petite étude de SAT auprès d'un petit échantillon de 300 clients, ils peuvent le faire tout seuls, nos clients. Et on va gagner de l'argent là-dessus? Non, on ne va pas gagner de l'argent. Donc c'est pas la peine. Laissons à nos clients faire, non pas le sale boulot, mais le boulot qui ne nous rapporte pas grand-chose. Et essayons de nous élever, nous, sur des enjeux où on peut valoriser nos atouts. Alors, le grand enjeu de tout ça, finalement, et la formidable opportunité pour nous, c'est quoi? C'est qu'on s'est contenté pendant des décennies, de collecter un type de données. On est des experts en interrogation. Donc on sait interroger et on sait capter de la donnée par interrogation. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres sources de données. Pourquoi s'en priver? On n'est pas seulement des interrogateurs, on est aussi des gens qui peuvent capter, qui peuvent utiliser de la donnée non déclarative. Jusqu'à présent, on a été des experts de la donnée déclarative. On peut demain, et même aujourd'hui, être des experts en tout type de données. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, je passe un peu vite parce que je suis un peu en retard. Je l'ai dit, on va utiliser ces données non déclaratives
parce qu'on connaît les enjeux, on connaît les besoins de nos clients, et la difficulté, bien sûr, vous allez me dire, mais comment on fait? Il y a des gens qui sont capables de le faire, il y a des partenaires avec qui on peut nouer des relations fortes, qui peuvent nous aider. Je vais vous donner un exemple très concret tout à l'heure, qui peuvent nous permettre d'acquérir progressivement ces compétences, ou alors, si on n'est pas compétent pour le faire, on travaille avec, on fait de la collaboration avec des gens qui sont plus utiles, plus compétents que nous sur ces sujets. Et le grand sujet, en tout cas la grande conviction que nous avons, c'est cette fameuse idée d'hybridation. C'est-à-dire le fait d'utiliser, de croiser à la fois notre métier traditionnel, que nous ne devons surtout pas abandonner. On est toujours des experts en interrogation et ne perdons pas ce savoir-faire. Et aujourd'hui, à côté de ça, il y a plein d'autres données. Il faut être capable de les utiliser, de les analyser ensemble, de les croiser, de les hybrider. Et là aussi, je vais vous donner un cas concret, parce que c'est peut-être un peu théorique ce que je vous raconte. Et finalement, on a un terrain de jeu qui s'élargit considérablement. On me dit le marché il se rétrécit. Ben, c'est vrai qu'en France, je crois l'an dernier, il y a eu moins 2 ou moins 3% de chiffre d'affaires pour les instituts. Bon. Et oui, mais c'est parce qu'on n'est pas bon. C'est qu'on ne sait pas, on se contente de rester sur notre petit terrain de jeu, alors qu'il y a des nouveaux terrains qui s'ouvrent à côté. Le big data, l'open data, le CRM, tout ça, pourquoi on ne l'utiliserait pas nous aussi? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Il faut juste qu'on se dise, ah bah oui, tiens, on va aller jouer là-bas, puis là-bas, et là on va progresser, et là on va faire de la croissance. Donc toutes ces données à hybrider, j'en ai parlé, c'est les données qui sont chez nos clients, les données clients. C'est l'open data, c'est le web listening, c'est les mesures passives. Alors les mesures passives, qu'est-ce que c'est? Je dis juste un petit mot, et je l'illustrerai tout à l'heure. Il y a des outils aujourd'hui, alors je ne l'ai pas sur moi, je vais laisser mon téléphone à la place. Aujourd'hui, vous avez des applis qui captent de la donnée. Bon. Alors qu'est-ce que c'est par exemple? Développer des applis qui vont, au lieu d'interroger sur des sujets vraiment pas très intéressants votre échantillon, vous allez simplement demander à des panélistes de télécharger l'appli et cette appli va vous permettre de capter de la donnée passivement, sans rien demander à personne, à part le téléchargement de l'appli. Et ensuite, vous pouvez réinterroger ces mêmes personnes, donc hybrider. Vous allez savoir ce qu'ils font grâce à l'appli, évidemment avec leur accord. Et vous allez interroger les mêmes panélistes, dont vous savez ce qu'ils ont fait, sur le pourquoi. Donc ça veut dire que toutes ces données, ces nouveaux types de données, souvent, ça va vous dire quoi, ça va vous dire quand, et ça va vous dire comment. Vous allez décrire. Mais vous allez avoir un peu plus de mal à répondre à la question du pourquoi, au sens. Et ça, c'est notre job. Nous, on est capable d'interroger les gens, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous êtes allé dans tel magasin? Pourquoi vous êtes passé dans tel rayon? Parce qu'aujourd'hui, il y a des caméras qui sont capables d'analyser les trajets dans le magasin. Pourquoi vous avez fait ça? Et ça, si vous ne l'interrogez pas, le chauffeur, vous ne pouvez pas trop savoir. Alors vous pouvez croiser, bien sûr, avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle, oui, bien sûr. Mais pourquoi se priver de l'interroger? Bon. Je vais vite pour aller directement à mon cas. Alors, je vous présente rapidement ce cas. Je vous montre juste une chose, c'est que c'est un cas qui n'est pas encore public. Il y a une conférence de presse la semaine prochaine à Paris pour présenter ce cas. Donc, merci de ne pas tweeter. Sinon, je vais me faire engueuler par mon client. Mon client, c'est l'association Prévention Routière. C'est une association... Non, c'est la France, pardon. C'est la France. C'est une association qui a pour mission d'analyser ce qui se passe en comportement de mobilité, comme on dit, et une association qui, évidemment, dont la cause, le but ultime, c'est de réduire le nombre de morts sur les routes. Donc c'est quand même une cause qui en vaut la peine. Qu'est-ce que nous leur avons proposé? Eh bien, c'est un dispositif très complet pour aller au-delà du déclaratif. On n'abandonne surtout pas le déclaratif, je pense que vous avez compris ma petite conviction, mais on élargit le terrain de jeu. Donc, un dispositif complet de recueil et d'analyse des comportements en mobilité. On va compléter ces données déclaratives, par de l'interrogation, par des données passives de mesure des comportements. Il s'agit d'une appli que nous n'avons pas développée parce qu'on n'est pas capable de le faire. Mais il y a des SS2I en France qui sont très compétentes et il suffit de leur donner un brief. Et voilà, je veux une appli qui mesure les trajets.
les trajets sur quand, minute par minute, les coups de frein, les coups d'accélérateur. On ne va pas leur demander à nos